Bien, bonjour à tous. Premier vidéo court de cette année. Petite mise en perspective, hein, un vidéo court, pourquoi faire et comment l'utiliser. Donc comme vous le savez, nous sommes dans une situation sanitaire incertaine et l'enseignement traditionnel en salle de classe peut être amené à s'interrompre, hein, pour une durée indéterminée à n'importe quel moment de l'année. Le vidéo court est un support que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière pendant la période de confinement. Alors un vidéo court, c'est quoi? D'abord c'est un cours. Ça veut dire que ça sert à présenter donc des concepts, des connaissances. Un vidéo court, c'est un cours dans la mesure où ça essaye de reproduire le, le cours magistral dans une salle de classe. Donc vous me voyez, hein, vous êtes en face de moi, vous m'avez en face de vous. Et vous avez également en arrière-plan tous les supports graphiques que j'aurais utilisés dans le cadre du cours pour guider votre prise de notes. L'originalité du vidéocours, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser à votre rythme, c'est-à-dire mettre en pause, revenir en arrière. Si vous avez besoin de préciser certaines notions, ou si vous avez besoin de relire votre prise de notes, puisque comme c'est un cours, un vidéo cours doit automatiquement s'accompagner d'une prise de notes. Le vidéo cours, qui était déjà bien avant le confinement utilisé par de très nombreux établissements du supérieur, eh bien, repose sur la capacité à prendre des notes de manière autonome, sachant que la prise de notes, hein, ce n'est pas de la dactylographie, hein. C'est un processus à la fois d'analyse, de hiérarchisation et de mémorisation des notions. La mémorisation des notions, elle s'effectue la première mémorisation, elle s'effectue au moment de la prise de notes. Ce qui explique qu'à la fin du vidéo cours, hein, je vous ai préparé un petit questionnaire que vous remplissez, hein, en vous aidant de votre prise de notes et qui, dans ce cas précis ici, hein, aujourd'hui, sera validé en salle de cours, ce qui permettra également de répondre à toutes les questions que vous voudriez poser sur des éléments que vous n'auriez pas compris et donc que je serai amené à réexpliquer. Bien, alors aujourd'hui, c'est une introduction générale, ce que j'ai appelé approche générale du programme, donc vous pouvez noter introduction. Comme vous le voyez, le programme il est doté d'un titre, les relations entre les puissances et l'opposition des modèles idéologiques des années 30 à nos jours. Ce titre, il va nous servir de guide, hein, de grille d'analyse de l'ensemble des thèmes et des chapitres du programme. Et à la lecture de ce titre, on s'aperçoit qu'on a deux mots-clés qui apparaissent, à savoir les notions de puissance et de modèle. Puissance et modèle sont les concepts centraux qui vont nous servir de guide dans le déroulement du programme et des questions donc d'histoire et de géographie. Il convient donc de pouvoir dès maintenant fixer des définitions précises de ces notions-là que nous allons en fait utiliser ici tout au long de l'année. Bien, grand 1, la notion de puissance. Alors, la notion de puissance et le mot de puissance, c'est un mot que vous connaissez bien, que vous utilisez. La notion de puissance, ça permet d'évaluer la capacité d'action d'un acteur, d'un État, et ça permet aussi d'opérer une hiérarchisation des acteurs en fonction des différents
type ou forme de puissance que l'on peut identifier. Ça veut dire déjà une première chose, c'est que la notion de puissance est une notion centrale dans le champ d'analyse des relations internationales. Alors je vous avais mis cette petite illustration, je vais passer assez vite, les puissances dans le monde en 2018, qui a été publiée dans la revue Conflit en 2018, et les producteurs de cette carte expliquaient qu'ils avaient essayé de produire en quelque sorte une photographie des types de puissances et d'hiérarchisation des puissances en 2018. C'est d'ailleurs ce qu'ils précisent ici dans la légende, puisqu'ils nous mettent bien que la hiérarchie des puissances, d'après l'indicateur ou l'indice de puissance, c'est un indice qu'ils ont créé en corrélant ici différents éléments, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Premier point essentiel, quelques points essentiels ici, une notion de référence dans l'analyse des relations internationales, une notion qui permet d'évaluer une capacité d'action d'un acteur, et puis une notion qui permet de produire une hiérarchisation des acteurs sur la scène internationale. Alors, ça veut dire que nous, dans le programme, on va rencontrer en fait différents types de puissances. Alors, j'en ai identifié principalement trois. D'abord les grandes puissances, ceux qui correspondaient au XIXe siècle au concert des nations, et qui perdurent de nos jours au travers d'instances internationales, à savoir par exemple le G7 et le G20, qui produisent une scène internationale animée par plusieurs acteurs, plusieurs pôles. On parle ici de multipolarité. Alors dans l'absolu, cette notion de grande puissance supposerait que toutes les puissances considérées sont d'une capacité d'action égale, ce qui dans les faits, bien sûr, n'est absolument pas la réalité. Deuxième type de puissance, les superpuissances. Le terme, c'est un terme que vous connaissez, puisque vous avez déjà travaillé sur la guerre froide, terme qui a été inventé et qui est apparu au cours de cette période pour qualifier le type de puissance des États-Unis et de l'URSS, qui à ce moment-là étaient les deux seules puissances capables de mettre en œuvre à la fois des capacités de destruction globale, mais également qui structuraient autour d'elles tout un réseau d'alliances qui faisait que les relations internationales étaient dominées par la bipolarité, c'est-à-dire par le partage du monde globalement en deux camps, camp américain, occidental et puis le bloc soviétique. Enfin, troisième type de puissance qui apparaît dans les années 90 avec la fin de la guerre froide, l'hyperpuissance. Le terme a été inventé par un ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, et l'hyperpuissance, ça définit la puissance hégémonique, c'est-à-dire une puissance qui, dans le concert des nations, n'a plus aucun rivaux, plus aucun équivalent. Il veut bien évidemment ici parler de l'hyperpuissance américaine. Voilà déjà les trois types de puissance que l'on va être amené à rencontrer tout au long du programme. Alors, ça signifie que la définition de puissance, eh bien, la définition de puissance, elle a évolué et on est amené à se poser la question suivante, justement, comment évolue la notion de puissance. Au départ, alors je parle d'une école réaliste, l'école réaliste, une école d'études des relations internationales, et pendant très longtemps, la notion de puissance, c'était essentiellement la capacité militaire d'un État. Et les dimensions de territoire, de ressources, de population n'étaient intégrées à l'évaluation de la puissance que dans la mesure où il venait renforcer la capacité militaire d'un État. À partir des années 80, il y a un événement qui amène une redéfinition, à savoir l'effondrement de l'Union soviétique,
qui n'est pas un effondrement militaire, mais on s'aperçoit que l'effondrement du bloc soviétique est plus lié par un manque de cohésion, l'incapacité à donner du sens en termes économiques, sociaux ou culturels. Et donc, dans les années 90, Joseph Nye, qui est un spécialiste des relations internationales américain, redéfinit la notion de puissance et identifie en fait dans la puissance deux volets, deux aspects. D'une part, la capacité de coercition, c'est-à-dire l'utilisation de la force, la dimension militaire de la puissance, et puis d'autre part, ce qu'il appelle la capacité d'influence, c'est-à-dire la capacité qu'a un État à influencer, orienter les relations internationales dans le sens de la préservation de ses intérêts. Globalement, cette capacité d'influence, elle doit amener une puissance à faire en sorte que ses rivaux ou ses partenaires vont penser comme lui et de ce fait ne mettront pas en danger, on va dire, la sécurité de cet État. Alors, cette dimension-là, on la retrouve en particulier dans cette définition, définition qui a été proposée par un géographe français, Gérard Dorel, et si vous la lisez attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il évince complètement la dimension militaire de la notion de puissance, puisqu'il parle de poids démographique, territorial, économique, mais il parle aussi de moyens d'influence à l'échelle planétaire, au niveau économique, culturel ou diplomatique. Et cette évolution est significative en fait de l'évolution de la puissance et surtout des moyens qui sont au service de la mise en œuvre de la puissance. Et ces moyens, c'est-à-dire cette capacité d'influence qui est l'élément central de la puissance à partir des années 90, mais elle était déjà sous-jacente, préexistait auparavant. C'est à la fois la maîtrise du savoir et de l'information, voir et savoir. C'est aussi la capacité à mettre en œuvre et à utiliser, voire à renouveler, à produire des outils technologiques qui sont appelés à devenir des outils technologiques dominants, permettant justement à orienter la réflexion ou la manière de penser d'autres sociétés ou d'autres États, ce qu'on appelle au début des années 2000 le wintellisme, le mot wintellisme étant une contraction de Intel et Windows, qui deviennent deux systèmes informatiques dominants, voire en situation de monopole, et qui participent bien sûr au pouvoir d'influence et à l'hégémonie de l'hyperpuissance américaine. Enfin, le troisième élément, c'est le niveau d'éducation et le rayonnement culturel, c'est-à-dire la capacité d'attraction qu'un État est capable de mettre en œuvre. Simplement, ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que la notion de puissance est une notion qui a considérablement évolué depuis, je dirais, la deuxième partie du XXe siècle, mais ces évolutions, elles étaient sous-jacentes déjà à partir des années 30. Revenons maintenant à notre titre, et si on suit la démarche, on s'aperçoit que le deuxième mot-clé, c'est la notion de modèle. Donc, modèle est le deuxième concept central sur lequel on va être amené à réfléchir rapidement. Alors, un modèle, on peut ici distinguer deux sens. Dans un sens, on va dire courant, un modèle, c'est un objet d'imitation, un objet que l'on va vouloir imiter ou reproduire. Dans un sens politique, qui est celui dans lequel
nous allons utiliser le terme modèle, modèle politique ou système politique, hein. Les deux dénominations sont souvent utilisées dans un sens qui est identique. Eh bien, un modèle politique, c'est un système politique dont les principaux caractères d'organisation rattachent un État à un modèle d'organisation de la vie en société. Et nous, on va essentiellement être amené à rencontrer deux modèles politiques et idéologiques, en confrontation d'ailleurs, le modèle démocratique et puis le totalitarisme sous toutes ses formes, certaines hein, perdurant d'ailleurs encore de nos jours. Alors, pour comprendre la notion de modèle, j'ai pris un petit exemple, à savoir ici la crise sanitaire, donc la crise du Covid-19, et on se rend bien compte que, notamment dans la course au vaccin, la course au vaccin est un enjeu de puissance. Et cet enjeu de puissance, il met en concurrence des modèles politiques antagonistes. Alors je me suis servi de cette petite infographie parue dans un quotidien suisse qui répertoriait en fait le nombre et la nature des laboratoires qui étaient investis dans la recherche donc d'un vaccin. Et là, il y avait 4 situations qui étaient prises en compte, mais 4 situations qui nous permettent de voir 4 modèles politiques et idéologiques, en fait. Alors, si on regarde l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, on s'aperçoit essentiellement que les acteurs de cette course au vaccin sont essentiellement des industries, donc des biotechnologies ou de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire ici des acteurs privés, et que les acteurs publics sont extrêmement peu nombreux. Alors je mets de côté les universités, puisque vous savez qu'un grand nombre d'universités américaines sont des universités privées. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on est en présence d'un modèle libéral. L'intervention de la puissance publique est et l'investissement de la puissance publique est relativement limité. L'essentiel de l'initiative est laissé à des acteurs privés, car le modèle libéral et l'idéologie libérale reposent sur l'exploitation totale de toutes les libertés individuelles, et notamment la liberté d'innover, la liberté de créer. Le deuxième modèle sur lequel on peut revenir, c'est ce modèle européen. On s'aperçoit que là aussi, les acteurs privés sont importants, mais ils sont moins dominants qu'aux États-Unis. Ça veut dire qu'on est bien en présence d'un modèle libéral, mais dans ce modèle libéral, la part de l'État, la part des pouvoirs publics est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis, ce qui voudrait dire que on a un modèle libéral, mais un modèle libéral reposant sur également, ou étant pondéré un petit peu par la mise en place d'un État protecteur et d'un État-providence, ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Enfin, un troisième modèle, un modèle autoritaire et totalitaire, c'est le modèle chinois. Certes, là aussi, les acteurs privés sont importants, puisque, en termes économiques, l'initiative privée est reconnue en Chine. Par contre, on s'aperçoit ici que la place des pouvoirs publics est extrêmement importante. La Chine, c'est toujours un État totalitaire ou autoritaire, à parti unique, avec des libertés qui, si d'un point de vue économique elles sont assez larges,
Concernant les libertés individuelles, par contre, ces dernières sont beaucoup plus réduites. La Chine a gardé encore un certain nombre de caractères propres au régime totalitaire, et notamment le système de parti unique. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un modèle, mais on a des modèles, et que ces modèles reposent sur des constructions idéologiques, et que ces constructions idéologiques sont souvent placées en situation de confrontation. Et toujours dans la même dimension, eh bien, cette illustration nous montre bien, alors c'est toujours bien sûr dans le cadre actuellement de la course au vaccin et face à la pandémie, eh bien on retrouve ici un certain nombre d'éléments qui nous permettent à la fois d'appréhender la notion de puissance et d'appréhender la notion de modèle, des modèles identifiés par des couleurs. On retrouve d'ailleurs les couleurs utilisées pendant la guerre froide, hein, monde occidental et monde communiste. Des modèles qui sont des modèles en situation d'affrontement, ça veut dire qu'un modèle se définit toujours par un contre-modèle ou vis-à-vis d'un contre-modèle dont il entend dénoncer un certain nombre d'abus ou de limites. Et puis le troisième élément, bien, dans ces modèles, qui sont des modèles de puissance, la dimension militaire, certes, elle reste très importante, mais elle n'est pas suffisante pour qualifier la puissance d'un acteur, puisque à la dimension militaire, il va falloir identifier un certain nombre d'autres éléments, et notamment la dimension de puissance technologique. Bien, alors, à partir de là, un petit peu en forme de conclusion, le XXe siècle, c'est à la fois un siècle d'affrontement des puissances. Là, c'est une permanence hein, dans les relations internationales, mais l'affrontement des puissances prend durant cette période une dimension globale, dans la mesure où cet affrontement, c'est plus seulement l'affrontement de grandes puissances, mais c'est l'affrontement de modèles idéologiques, sachant que cet affrontement, il ne peut se terminer que par la destruction d'un des modèles idéologiques en concurrent. Ce qui explique que l'historien anglais Hobsbawm disait du XXe siècle qu'il était l'âge des extrêmes, c'est-à-dire l'âge où la domination d'un modèle s'appuie sur la destruction de tous les contre-modèles qui lui sont opposés. Alors, c'est une grille de lecture hein, que nous allons retrouver ici tout au long du programme. Pour terminer, un petit quiz rapide, petite question, donc vous essayez d'y répondre. Ici, 7 questions. Vous y répondez sur vos cahiers et elles seront reprises, en vous aidant de votre prise de notes bien sûr, et elles seront reprises et validées en cours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets ici les sources que j'ai utilisées pour cette petite leçon introductive. Voilà, à bientôt, merci.